publicité de piètre qualité sur la slide, diffusée par la station WLW basée à Cincinnati, dans l'Ohio. Dans sa lettre tapée à la machine à écrire, cet auditeur explique que cette émission lui rappelle des souvenirs d'enfance et le temps qu'il passait à l'école, construite en rondins de bois et à laquelle il se rendait en parcourant les 5 miles qui la séparaient de sa maison. Alors, comme des milliers d'auditeurs, John Green écoute tous les lundis soirs Monday Night in Renfrew Valley, qui est une émission produite par John Lair. Alors, John Lair est un animateur de radio qui diffuse de la old-time music. Et la old-time music, pour le dire tout de suite, est une catégorie musicale qui évolue après la Seconde Guerre mondiale, à partir de la fin des années 40, vers la catégorie plus connue aujourd'hui de country music, donc de musique country. Alors, dans cette émission, John Lair représente pendant 30 minutes, le samedi soir, donc de 20h30 à 21h, une communauté rurale du sud des Appalaches, située dans la Renfrew Valley, dans le Kentucky. Elle met en scène un rassemblement rural en début de soirée dans une petite école campagnarde appelée la Redbud Schoolhouse, sur laquelle je reviendrai après, qui est l'archétype des écoles en bois du sud appalachien. Alors les Appalaches, avant d'aller plus loin, ça désigne une région montagneuse à la fois culturelle et géographique, dont la partie méridionale, qualifiée de sud des Appalaches, regroupe dans une définition assez large les zones montagneuses du Kentucky, de la Virginie occidentale, des 2 Carolines et du Tennessee, ainsi que du nord de la Géorgie et de l'Alabama, comme vous pouvez le voir sur la carte. Alors, autour de John Lair, qui officie en maître de cérémonie, se succèdent des musiciens qui interprètent donc des chansons de old-time music, entrecoupées de publicités et de propos nostalgiques sur le passé rural révolu, sur la nature sauvage des forêts de la région ou encore sur le travail agricole difficile, mais qui permet l'indépendance des habitants des Appalaches. Alors, dès les débuts de la radiodiffusion dans les années 20, les émissions de old-time music sont très courantes sur les ondes radiophoniques états-uniennes et sont diffusées à destination d'une audience rurale, particulièrement dans le sud et dans le Midwest, c'est-à-dire la région qui est située juste au nord des Appalaches. Le type d'émission le plus populaire et le plus diffusé par les stations de radio est alors celui de la barn dance. La barn dance, littéralement danse de la grange, reproduit donc tous les samedis soirs un rassemblement rural festif qui voit se succéder une douzaine de musiciens, seuls ou en groupe, jouant de la old-time music. Et alors, depuis le début des années 30, John Lair participe activement au développement de la old-time music à la radio en travaillant sur plusieurs stations qui diffusent donc des barn dances, des émissions de barn dances. En 1937, en effet, il crée sur la station WLW, que je vous présentais en introduction, à Cincinnati, la Renfrew Valley Barn Dance, une émission hebdomadaire qui, comme beaucoup d'autres, met en scène la Renfrew Valley dans le Kentucky, qu'il promeut comme le lieu de naissance de la old-time music et de l'authentique vie traditionnelle du sud des Appalaches. Et comme d'autres barn dances, comme d'autres émissions à la même période, la Renfrew Valley diffuse à travers la musique l'image d'une région montagnarde, rurale, vierge de l'urbanisation et de l'industrialisation qui a marqué le reste du pays et peuplée de modestes paysans, demeurés dans une époque antérieure à la guerre de sécession, antérieure au milieu du XIXe siècle. Alors, John Lair se démarque cependant radicalement du paysage radiophonique et musical de son temps en décidant de rendre réelle la Renfrew Valley qui ne l'était jusqu'alors que dans son esprit et dans l'imaginaire des auditeurs. En effet, en 1939, il fonde, comme vous pouvez le voir sur la carte, dans le Kentucky, dans le comté de Rock Castle, un ensemble de bâtiments qui donnent vie au lieu imaginé dont il faisait la promotion sur les ondes depuis plusieurs années. Il construit ainsi une grange dont est retransmise la dite Renfrew Valley Barn Dance, ainsi que des restaurants, des logements pour ses musiciens et ses visiteurs, ou encore une école, donc la Redbud Schoolhouse, dont est retransmise l'émission Monday Night in Renfrew Valley que j'abordais en accroche. Alors c'est de ce complexe que seront désormais retransmises ces émissions. Et avec la Renfrew Valley, John Lair ancre son discours sur les Appalaches et sur la old-time music dans le territoire qu'il définit justement comme l'origine authentique de cette musique. Et alors, les enregistrements conservés donnent ainsi à entendre l'environnement sonore, à l'instar des sons de cloche ou encore de l'accent très reconnaissable et associé au sud, qui s'appelle le Southern Drawl, qui vient attacher la musique jouée à l'identité et à la culture des habitants des Appalaches. Alors, pour vous en donner une petite idée, si cela fonctionne, je vous passe un très court extrait de la Renfrew Valley Barn Dance qui est diffusé le 12 avril 1941.
And now, friends, for that Saturday night highlight, our visit to the big barn down in the hills of old Kentucky, where we meet with John Lair and all the neighbors as guests of the Keystone Steel and Wire Company of Peoria, Illinois. The big barn is alight with glowing lanterns and a hum with the voices of the many excited visitors who are lucky enough to be there in person tonight. The boys and girls are just coming into the old barn loft, ready to begin festivities, and if we hurry, we'll be there for the opening. So come on, let's go to the Renfro Valley Barn Dance. Un peu fort sur la fin, je vous prie de m'en excuser. Donc c'était l'introduction classique, typique de la Renfro Valley Barn Dance, donc une émission qui est diffusée le samedi soir. Alors, comme des folkloristes, des politiques et des journalistes de son époque, la tradition du sud des Appalaches est caractérisée par John Lair comme représentative de l'Amérique des pionniers, marquée par l'esprit de liberté et d'indépendance des premiers colons de la région du XVIIIe siècle, ainsi qu'aux révolutionnaires états-uniens, ou plutôt américains, parce que ce n'est pas encore les États-Unis, des années 1770. Alors, cette vision du sud rural des Appalaches comme réservoir d'une identité américaine authentique, développée depuis la fin du XIXe siècle et exaltée par le patriotisme et le nationalisme de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve dans toutes les émissions que John Lair diffuse depuis la Renfro Valley dans le Kentucky. L'endroit est en effet promu comme un endroit dans lequel les futures générations pourront observer un esprit de l'Amérique des pionniers. L'émission Monday Night in Renfro Valley, l'émission Monday Night in Renfro Valley est elle-même définie comme, vous pouvez le voir sur cette publicité, a real American entertainment for real American people. Et John Lair s'adresse aussi aux auditeurs en les décrivant comme des real folks. Alors, cette définition de la culture appalachienne et de sa old-time music est largement racialisée et renvoie à l'identité blanche et rurale qui est associée à la région par John Lair, qui rend invisible la présence africaine-américaine dans les Appalaches. Et la nostalgie pour l'Amérique et les Appalaches du XVIIIe siècle est ainsi, à travers ces émissions de radio, donc attachée à une identité raciale, blanche, une identité sociale, rurale et une identité régionale, les Appalaches. Et cette définition de la musique se retrouve dans l'audience visée par John Lair et ciblée par les stations diffusant de la old-time music dans les années 20 et 30, à savoir une audience blanche, rurale, originaire des Appalaches. Alors les historiens de la old-time music et de la country music reprennent largement cette définition pour définir cette musique comme recouvrant des pratiques musicales des populations rurales blanches du sud des Appalaches. Et cette vision de la musique, selon moi, et de son audience, développée tant par les acteurs de l'époque, comme on vient de le voir, et par les historiens, s'appuie sur une interprétation fonctionnaliste et essentialiste de sa musique et est ancrée dans une analyse de la migration appalachienne vers les États du Midwest. Et c'est là qu'on rentre dans la thématique de la mobilité géographique. Je m'explique. Dans l'entre-deux-guerres, un vaste mouvement de migration voit les ruraux appalachiens, principalement blancs, se déplacer vers le nord, vers les États de l'Ohio, de l'Indiana et de l'Illinois, que vous voyez ici juste au nord du Kentucky. Et alors, l'historiographie dominante montre que ces ruraux trouvèrent dans la old-time music à la radio un moyen de s'échapper des difficultés sociales et économiques de la migration, ainsi que de la discrimination ethnique dont ils faisaient l'objet. Les historiens décrivent donc la old-time music comme un vecteur de nostalgie, comme un souvenir pour les migrants de leurs racines et de la culture appalachienne. Et plus généralement, quand l'identité appalachienne de l'audience n'est pas pleinement affirmée, les auditeurs sont quasi systématiquement définis comme vivant ou étant originaires de zones rurales, d'espaces ruraux. Alors, ces travaux ne prennent cependant pas en compte la diversité des réceptions, des appropriations et des interprétations que les auditeurs pouvaient faire de la old-time music à la radio pendant l'entre-deux-guerres. Et mon travail vise donc à déplacer la focale vers l'audience radiophonique à partir des auditeurs eux-mêmes pour comprendre comment la old-time music, définie à la fois comme authentiquement appalachienne et authentiquement américaine, était perçue. C'est-à-dire comment les auditeurs appalachiens et les auditeurs qui n'étaient pas originaires du sud des Appalaches voyaient-ils cette musique et comment percevaient-ils ce portrait fantasmé de la vie rurale et de la population du sud des Appalaches.
Alors, cette présentation d'un travail en cours s'appuie sur un corpus de lettres d'auditeurs qui sont envoyées à John Lair, principalement lorsque ces émissions sont retransmises par la station WLW, station qui a alors un large rayon de diffusion et l'une des plus puissantes des États-Unis, au moins jusqu'en 1939. Puisqu'elle diffuse jusqu'à Cuba, jusqu'à l'ouest au Texas et au moins jusqu'au Canada. Alors, en plus du rayon de diffusion, la possession des postes de radio à cette période, à une période où d'expansion de la possession des postes de radio, comme ça a été dit dans les interventions précédentes, est un élément essentiel. Alors, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, d'après les recensements, les propriétaires de postes de radio augmentent radicalement au cours des années 30. Les données du recensement qui est effectué tous les 10 ans aux États-Unis, donc 1920, 30 et 40, et donc une large majorité de foyers urbains en possèdent un en 1940. Alors là, j'ai pris uniquement si vous voulez, les données absolues du nombre de propriétaires. Et il existe bien sûr de profondes disparités que je ne peux malheureusement pas aborder ici. Disparités entre les espaces ruraux et urbains, entre le nord et le sud, entre les populations blanches et noires, bien évidemment. Mais de nombreux témoignages, à commencer par les lettres d'auditeurs que je vais aborder juste après, mais aussi des enquêtes sociologiques de l'époque montrent que l'écoute collective autour d'un poste de radio, entre des consommateurs au sein d'un magasin ou au sein d'un immeuble, voire entre voisins, était courante. Alors je dispose pour l'instant donc d'un ensemble de 700 lettres envoyées à John Lair, d'une part, et à Bradley Kincaid, d'autre part. Bradley Kincaid, que je ne vais pas aborder ici, qui est un musicien, un guitariste de Old Time Music, qui travaille sur les mêmes stations que John Lair à la même période. Alors, parmi ces 700 lettres, 629 ont été envoyées à John Lair, donc une grande majorité, entre 1931 et 1944. Alors, bien que les lettres que John Lair a conservées ne représentent qu'une petite quantité de tout le courrier qu'il a reçu au cours de sa carrière, une carrière qui est commencée à la fin des années 20, ce corpus permet néanmoins de dresser un portrait précis, une image précise de l'audience et d'interroger la façon dont les auditeurs, dans leurs écrits, s'approprient la old time music. Alors j'étudie donc ces lettres à travers deux problématiques. D'une part, la question de la composition géographique de l'audience et d'autre part, l'appropriation de la old time music sur laquelle je vais bien plus me concentrer ici. Alors le travail quantitatif réalisé sur les 315 lettres, donc la première partie du corpus, c'est-à-dire la première moitié de 1931 à 1941, donc sur 10 ans, donne à voir, comme vous pouvez le voir ici, une surreprésentation donc de l'Illinois, de l'Ohio et de l'Indiana et du Michigan. Je vous prie de m'excuser, il n'y a pas les noms des États. C'est donc les 4 États qui sont situés au nord de la zone du sud des Appalaches que je vous décrivais juste avant. Et le Kentucky est également surreprésenté. Donc, il s'agit donc de 4 des principales destinations des Appalachiens dans le cadre de leur migration vers le Midwest et d'un État du sud des Appalaches, ce qui appuie l'idée d'une audience principalement composée de ruraux blancs vivant ou étant originaires de cette région. Cependant, une part non négligeable est négligée régulièrement dans l'historiographie. Une part non négligeable des lettres, donc, proviennent d'autres États, notamment du Texas, comme vous pouvez le voir ici, ou encore beaucoup plus à l'ouest de l'Oklahoma, mais également au nord, dans l'État de New York, et plus au sud, dans l'État de Géorgie, par exemple. Alors, le deuxième ensemble de lettres, la deuxième moitié du corpus, de 314 lettres, permet également de questionner la relation qui est tracée par les historiens, politologues et journalistes contemporains entre le développement de la country music et la migration des Appalaches vers le Midwest. Alors ces lettres, cette deuxième moitié du corpus, donc ces 300 et quelques lettres, sont envoyées entre 43 et 44 à John Lair pendant la Seconde Guerre mondiale et représentent donc autant de lettres que l'autre moitié du corpus, mais ce qui s'étale uniquement sur 2 ans. Alors on observe une écrasante majorité de lettres provenant du Kentucky, donc l'État d'où viennent un tiers du corpus, donc 103 lettres, mais les États du Midwest, c'est-à-dire l'Illinois, l'Indiana et l'Ohio, prépondérants dans les années 30, sont là quasi absents.
Et l'audience se répartit ensuite majoritairement en Floride, d'où viennent 61 lettres, puis en Géorgie et en Caroline du Nord, d'où viennent 25 et 26 lettres au sud-est de la carte. Alors, ces émissions de old-time music étant écoutables au-delà des Appalaches et du Midwest, qui sont les auditeurs qui ne correspondent pas au schéma de la résidence et de la migration appalachienne? Alors, le classement par État que je vous ai présenté là par carte ne constitue que la première étape de ce travail et n'est évidemment pas suffisant pour approfondir la cartographie de l'audience. Mais en soulignant, si vous voulez, l'existence d'auditeurs non originaires des Appalaches, je cherche à montrer que l'audience de la old-time music était bien plus hétérogène que ne le montre l'historiographie et plus complexe que des suppositions courantes sur la country music ne la présentent. Alors, au-delà de la cartographie, il faut que je conclue, c'est ça ? Ouais. Alors, il me reste combien de temps ? 2 minutes ? Ok. Alors, l'idée, c'est là de prendre des exemples précis pour essayer de comprendre comment les auditeurs qui n'étaient pas originaires des Appalaches, mais vivant dans des espaces ruraux, percevaient le portrait des Appalaches. Et donc, c'est sur cette question de l'appropriation de la musique que je vais me pencher en prenant donc des exemples qui permettent de comprendre la possibilité qu'offrent les lettres d'auditeurs pour une histoire de la radio pendant l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Alors, donc dans sa lettre de Noël 1940 que j'abordais en introduction, John Green, qui réside à Menton, donc au Texas, que vous pouvez voir ici, dans un comté rural, écrit que sa femme et lui ont grandi dans des endroits bien différents du Kentucky. Lui est originaire de Géorgie et d'Alabama, écrit-il, tandis que sa femme est née dans l'Ohio, bien plus au nord. Et John Green explique cependant que la mise en scène de John Lair et l'école que John Lair met en scène dans son émission est typique de l'éducation qu'il a lui-même reçue en Géorgie et en Alabama. Les émissions de old-time music lui rappelant son enfance, bien qu'il n'ait jamais grandi, voire connu la région des Appalaches. Alors, dans une autre lettre, envoyée en mars 1941, Monsieur et Madame Porter écrivent qu'ils écoutent régulièrement les émissions de John Lair, et ces deux auditeurs vivent donc à Alexandria Bay, dans l'archipel des Thousand Islands, dans l'État de New York, à la frontière avec le Canada, et ils écrivent dans leurs lettres n'être jamais partis de la région où ils sont nés. Ils rapportent néanmoins que l'ambiance rurale, la grange de la Renfrew Valley que je vous ai montré avant, et le matériel agricole exploité par John Lair et mis en scène dans les émissions leur rappellent leur enfance et la manière dont leurs parents travaillaient dans leur ferme. Alors, je passe, là j'avais un autre exemple, mais c'est l'exemple d'une personne qui a grandi, qui écrit une lettre aussi en 1941, qui a grandi dans le Kentucky, mais qui en est parti pour aller vivre au Nouveau-Mexique. Alors, parmi toutes les lettres, ces 3 cas permettent d'interroger la diversité des expériences d'écoute et des appropriations de la old-time music et du portrait de la vie rurale des Appalaches qui lui est associé. Donc, John Green a grandi dans le sud des États-Unis, en Alabama et en Géorgie, avant de partir à l'ouest du Texas. Les époux Porter ont passé leur vie dans l'État de New York, au nord du pays, et Mrs. Shaw, que j'ai présenté en 2 secondes, est pour sa part née dans le Kentucky et a déménagé au Nouveau-Mexique. Alors, on remarque bien que... 1 minute, ok, 1 minute, c'est bon, j'ai fini. Malgré... alors, ça représente un cas infime, aucun de l'ensemble des lettres, mais malgré l'hétérogénéité de leurs origines géographiques, on remarque que tous rapportent que la vision des Appalaches véhiculée dans la old-time music leur rappelle des souvenirs de leur enfance rurale. Et donc, l'idée selon laquelle les migrants appalachiens verraient dans la old-time music à la radio un moyen de nourrir une nostalgie pour la région qu'ils ont quittée se retrouve en fait chez des auditeurs dont la trajectoire ne correspond pas du tout au schéma de la migration appalachienne vers le Midwest, et c'est plutôt la ruralité qui apparaît comme le dénominateur commun de la réception de la old-time music par les auditeurs. Alors, loin de l'image, et j'ai fini, loin de l'image d'une audience rurale et sudiste, la old-time music était donc écoutée par une audience géographiquement et socialement hétérogène, véhiculée des représentations sociales, raciales et régionales qui étaient embrassées par des hommes et des femmes dans des zones rurales comme dans des zones urbaines, dans le cadre de mobilité et de migration parfois multiples, du sud vers le nord, mais aussi au sein même du sud, vers les centres urbains, mais aussi d'espaces ruraux vers d'autres espaces ruraux. Et donc, comme le montrent les lettres d'auditeurs pendant l'entre-deux-guerres, l'audience, particulièrement en situation de mobilité géographique, participe à la diffusion de cette image régionale, de cette image de la ruralité dans un cadre national. Je vous remercie et j'espère ne pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup, Manuel, pour cette
cette synthèse. Alors, je vais passer directement la parole à José Emilio Pérez Martinez, qui va nous traiter, n'est-ce pas, de la question de quand la radiodiffusion est révolutionnaire, les premiers pas du mouvement de la radio libre en Espagne entre 1976 et 1989. Oh. S'il te plaît, Manuel. Are my slides supposed to be around here? Yeah, found it. Tu vas le faire. Yeah. I think so. Okay. Yeah. Yes. Okay. Yeah, perfect. Great. So, hello, everybody. I would like to start saying thank you to the organization because it's the first time I'm here in France speaking about radio, which is actually my passion and the subject of my 2 PhD theses. So it's kind of an honor being here. I've been working lately at the Sorbonne Université in Paris, but I actually teach Spanish history and Spanish, so my French is some kind of work in progress thingy. So I will do my presentation in something similar to English. Spanish people has a horrible accent when we speak foreign languages, so please, I'm really sorry. I will try to be brief because we are in the pre-lunch slot, which is always the most difficult. And as my grandma used to say, si algo es bueno, o sea, si lo bueno es breve, 2 veces bueno, which means if something good is brief, it becomes better, something like that. So I will go straight to the subject. The aim of this presentation is actually sharing a couple of ideas that have been around my mind while researching about the origins of the free radio movement in Spain in between 1976 and 1989. I've been actually wondering and thinking about which role these radio stations actually had back in the day. And I think that they actually played an ideological role in Spanish society back in those difficult years. And this is what I would like to present here and maybe get some feedback and check if I'm right or completely wrong and my thesis is just a disaster. So, what is a free radio? Brief definition. Well, the slides are translated into something that seems to be French and seems to be English, so please, if there are some mistakes, I'm really, really sorry. But translators, sometimes they fail. So free radio in Spain is more or less the same as in other countries that actually have similar experiences. The point is that Spanish academia has not worked a lot about free radio, so there is not a consensus about a definition. So based on previous works by some other colleagues and my own staff, I can affirm that the free radio movement is a social movement composed of independent, low-power FM radio stations that are non-profit, that are privately owned by citizenship. They are economically and institutionally independent radio stations with horizontal decision-making strategies. They are open and participatory. They are plural, and they are normally engaged with social struggles and social collectives. So this is the radio stations I'm working with, and the ones I think that actually had an ideological role during the late 70s and the early 80s. I brought some historical context because I think that not everyone has to know about Spanish history, but really briefly, the free radio movement appeared in Spain in the late 70s, right after Franco died, 40 years of dictatorship. We became a democracy. They were like really difficult years, a lot of struggles in the streets, still people dying, a lot of terrorism, a lot of strikes, and the emergence of the new social movement. So they were kind of messy years. And these radios appeared in Spain around 1976, 1979, really or strongly influenced by the Italian and the French free radio movements. And they were born mainly in Catalonia and the Basque Country, and from these 2 points, they spread to the rest of the country. So by the
mid-80s, we can actually say that there was a radio station, a free radio station in every single town in Spain. In between 1983 and 1987, the movement spread widely, and they were an active part of the campaign against NATO back in 1986. I don't know if you are aware that we actually had a referendum in Spain back in 1986. The Socialist Party asked the people if we wanted to keep on being part of the NATO or not. So there was like a big campaign. All the extreme left-wing and social movements say, no, we don't want to be part of the NATO. Socialist Party say that we have to remain in NATO, we have to be good Europeans. And finally, the option for the no lost, the government won. So this actually was like the biggest moment of mobilization of the free radio movement. And another interesting thing is that in 1987, the Socialist Party actually passed a new audiovisual law because they said, like, we have to put some order in the audiovisual media system in Spain. But the interesting thing is that if you actually check and study some of the articles of this law, you can say, like, you are actually punishing the free radio movement because of the 1986 campaign against the NATO. It's like, yeah, socialists, yeah? Okay. So from 1987 to 1989, obviously every single radio station in Spain was really, really worried because they were like they could actually be fined with 1 million pesetas, which were a lot of money. The number of closures by the administration raised, and the government announced that there was going to be a contest of administrative concessions to broadcast. So all the radio stations said, like, all right, we have to get one. Surprisingly, only 2 licenses were given to the free radio movement. One in Valencia, which is actually still working with Radio Clara, and another one was given in Madrid to something that was called Federación de Radios Libres de la Comunidad de Madrid, which were like 8 radio stations altogether. And the government said, like, all right, 8 radio stations from all over Madrid. I'm going to give you the license 30 kilometers away. So let's see what happens. It actually closed after 5 years. There was no way of working with that. So the interesting thing is that in order to get a license, all the radio stations stopped broadcasting for a moment, and some of them never came back, and the ones that actually came back did it completely illegally. So, and they are still working without license, completely illegally. So after this brief contest, the main point is that I think that this free radio movement was born within what I consider, or what I have named, alternative subculture. This is a social subset composed of people from different social backgrounds and different political cultures, all of them to the left of the Socialist Party, but who share cultural practices, cosmovisions of social change, and spaces of sociability. We could actually find there Trotskyists, Maoists, ecologists, people from the pacifist movement, neighbors movement, students, squatters. You know, I think that within this alternative subculture, free radio stations played the role of producing and reproducing ideology, and finally creating some kind of counter-hegemonic thought. Why do I think this? Because actually the members and the audience of these free radios came from this alternative subculture, and I think that they produce and reproduce ideology following these 2 modes of ideological projection. This first one is the way I think free radios created and projected ideology within the alternative subcultures. I think it's kind of clear. Making graphics is not my
my area of expertise. But as the members of the alternative subculture were part of the free radios, and they could actually take part on the free radios programs because of they were open, they were in this kind of cycle of putting in common and sharing and debating ideas. And I think that as free radios were formed by people coming from different social movements, they became spaces of debate and spaces where people could actually share different repertoires of protest and things like that. Like, all right, we all meet here, feminists, Trotskyists, ecologists, pacifists, and we can actually put in common the ways we understand world and which are our struggles, etc. I'm pretty sure that this kind of producing and reproducing ideology within the alternative subculture created a counter-hegemonic thought that which actually projected to the rest of the Spanish society through the airwaves. Maybe this is the most risky part of the hypothesis, but I think that through free radios, the alternative subcultures could actually reach Spanish society and transmit their ideas, and maybe they could actually force the dominant culture to negotiate its hegemonic positions and say, like, all right, these things these people are saying about feminism, maybe they are not too bad, let's accept some of them and throw it back to the rest of the society, but in a more normative way. So this would actually be like the highest success of the free radio movement during those days. No, the chance of negotiating social hegemony, but is kind of hypothesis actually. Am I crazy? I don't think so. So I brought a couple of examples in which I actually support this whole idea. This, for example, is Radio Cero, which was a radio station created by the Anti-NATO Commission in Madrid. So actually, it's first, the main struggle they held was the anti-militarist one. It was its main objective, but in its programming, we could also find like feminist programs, ecologist programs. They give a space to the student struggles as well. So I think that they came all together, and I have this quotation which actually illustrates that these kind of relationships were not always easy. This is a quotation by an old activist that actually have a flamenco music program, and he remembers that he said, yo recuerdo que antes de que llegásemos nosotros había un programa feminista y siempre teníamos problemas porque a nosotros se nos iba la lengua. Meaning that before they broadcast, there was a feminist program and they were always having problems because the flamenco staff people weren't not always polite. And he said something like, algunas veces protestaron porque algunos cantes efectivamente son lo que son, cantes tradicionales gitanos de hace 2 siglos, y no van a estar ahí con lo políticamente correcto, con el rollo del feminismo, ¿no? And he was saying like, we were having arguments because we were playing like gypsy tunes from 200 years ago, and they were actually not really polite with feminism. So, but I say like, but we were like all friends. So I think that it shows that actually these kind of debates were common and were actually happening within the free radio movement. And the second example is Onda Sur, which was a radio created by an ecologist a collective in a neighborhood in the south of Madrid, which was a working class neighborhood. So the interesting thing about this radio station is that this ecologist collective always tried to put its point of view into local problems. In this neighborhood, there were a lot of strikes in the industry. There were a lot of youth problems. They had some racial issues because there was a big amount of gypsies, people, Romani people living there, and there was like a huge racist movement
and this radio station tried to raise consciousness against racism. So I think that it's interesting how they always try to put ecologism into local problems. So 2 minutes to conclude. I hope that this is making sense, because to conclude, I would like, I think that in addition to being a very useful tool in the fight for freedom of expression, the right of information and the right of access to the media, the free radio movement was an important means to produce and reproduce ideology and counter hegemony. Members of the alternative subculture came into contact through free radio with activist repertoires different from their own, and they were able to debate and share experiences that have undoubtedly enriched their positions. And through the airways, these enriched discourses could have reached the rest of the Spanish society, questioning hegemonic discourses, forcing the dominant culture to negotiate its positions in order not to lose its preeminence. This is where the main triumph of success of these radio stations can be seen in years as complex as the ones in which Spain was becoming a democracy. And I think that's all. Merci beaucoup, À vous. José.